Violence faite aux femmes, la volonté de ne pas savoir, par Christelle Hamel. À l'heure où j'écris ce texte, nous sommes le 8 juin 2011 et je reviens d'un voyage au Québec qui m'amène au constat suivant. En France, en matière de violence faite aux femmes, il y a une volonté collective de ne pas savoir. Reprenons le fil du voyage qui m'a amené à ce constat. Ici, en France, on ne peut pas y croire. Le 28 mai, je suis à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle en attente de mon vol pour Montréal. Depuis le 14 mai, jour de l'annonce de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn pour des faits de violence sexuelle à l'encontre d'une femme de ménage de l'hôtel Sofitel de New York, les médias français diffusent sans discontinuer les commentaires incrédules de journalistes, intellectuels, personnalités politiques, devant la culpabilité possible de Dominique Strauss-Kahn. Les uns et les unes et les autres s'étonnent qu'un homme de son rang puisse commettre des violences sexuelles, affirme que de tels comportements ne lui ressemblent pas, déclare que la justice américaine est particulièrement cruelle, tandis que les journalistes français se félicitent de ne pas regarder ce qui se passe dans le lit des hommes politiques. Les micro-trottoirs qui donnent la parole aux Français et aux Françaises, ainsi que les commentaires postés par les internautes sur les sites web des journaux traitant de l'affaire DSK, diffusent la théorie d'un complot visant à déstabiliser le meilleur candidat du Parti socialiste aux élections présidentielles de 2012. Et un sondage réalisé auprès d'un millier de personnes par l'Institut CSA, rendu public le 17 mai, annonce que 54% des Français croient en cette hypothèse, taux qui s'élève à 70% chez les sympathisants socialistes. Enfin, Harlem Désir, porte-parole du Parti socialiste, en appelle le 19 mai à l'intervention du président de la République pour l'obtention de la libération de Dominique Strauss-Kahn afin qu'il puisse organiser sa défense de façon décente. Les premiers réflexes sont ainsi la mise en doute immédiate de la véracité des faits dénoncés par la femme de chambre, qui en a informé la police, la compassion pour l'agresseur présumé, et l'organisation collective de sa défense au mépris du principe d'indépendance de la justice dont témoigne la demande d'intervention adressée par Harlem Désir au président de la République française. Tout cela me paraît à la fois banal et ahurissant. Banal parce que toutes les femmes victimes de violences sexuelles en France font face à cette réaction collective d'incrédulité et de déni dès lors qu'elles brisent le silence en révélant les violences qu'elles ont subies, et plus encore quand elles déposent plainte. Et ahurissant car je pensais naïvement qu'il en aurait été autrement dans ce cas précis. J'imaginais que l'arrestation par la police aurait suffi à faire naître de sérieux doutes dans l'esprit de chacun, que la victime présumée aurait bénéficié d'un minimum de compassion, que les réactions de chacun et chacune auraient dès lors été plus équilibrées. Parce qu'on ne veut pas savoir. La revendication d'honorabilité des journalistes, convaincus d'adopter le bon comportement en ne regardant pas dans le lit des hommes politiques, me paraît symptomatique d'une attitude globale de déni, autrement dit de la volonté collective de ne pas savoir. En effet, cette revendication suppose que dans le lit des hommes politiques, il ne pourrait pas être commis de crimes ou de délits, et plus encore que ces crimes et délits ne méritent pas investigation. Faut-il en déduire que les crimes sexuels sont moins graves que les détournements de fonds ? Toujours est-il qu'en France, on ne peut être condamné pour avoir commis des violences sexuelles et ne pas être exclu de son... On peut être condamné pour avoir commis des violences sexuelles et ne pas être exclu de son parti politique. Il s'agit pourtant d'atteinte à des personnes, et non d'atteinte aux biens. Il s'agit d'atteinte à la volonté, à la libre disposition de son corps et à l'intégrité physique et morale d'êtres humains. L'échelle de gravité des délits me semble inversée dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens et les commentateurs de l'affaire DSK Je m'étonne aussi de cette impossibilité de croire en l'idée qu'un homme de haut rang puisse commettre des violences, car on sait que les violences faites aux femmes sont répandues dans tous les milieux sociaux. L'ensemble des commentaires m'évoque les réactions qui entourent l'inceste et font que les enfants peuvent subir la maltraitance de leurs parents pendant des années, sans intervention extérieure. Il semble qu'en France, on ne veuille pas voir, on ne veuille pas entendre, on ne cherche pas à savoir, sous prétexte qu'il s'agirait d'affaires privées. Inceste, violence envers les enfants, violence conjugale, viol lors de tentatives de séduction, harcèlement sexuel au travail,
La liste est longue des crimes et délits qui se commettent dans la dite sphère privée, sans que la collectivité n'intervienne. Les associations féministes et les recherches sur les violences faites aux femmes ont pourtant largement montré que la sexualité et les relations familiales peuvent constituer non seulement des contextes d'exposition à des violences pour les femmes et les enfants, mais aussi qu'il s'agit des contextes les plus dangereux pour les victimes, en raison précisément de la présence permanente de l'agresseur et de l'absence régulatrice du regard des autres. C'est bien pour lutter contre cette absence d'intervention collective que le mouvement des femmes des années 1970 a scandé le slogan « Le privé est politique ». 40 ans plus tard, force est de constater que les relations sexuelles et les relations familiales, parce qu'elles sont considérées comme des affaires privées, demeurent des zones de non-droit. Force est de constater que la population est toujours aussi tolérante à l'égard de ces violences. Or, cette tolérance n'est à mon sens pas fortuite. Elle est le fait de l'ignorance des connaissances qui existent pourtant sur ces violences. L'ignorance non plus n'est pas fortuite. L'ignorance n'est pas le fruit du hasard. L'ignorance se cultive, s'organise. L'ignorance est le produit de l'indifférence collective et de l'absence de volonté politique. Des Français, comme de leurs représentants élus à l'Assemblée nationale, de développement et de diffusion du savoir sur les violences faites aux femmes. Là-bas, au Québec, on a cessé de s'aveugler. Le 28 mai à l'aéroport, je me sens abasourdie par tant d'ineptie et contente de quitter la France quelque temps. Mais au fait, pourquoi ce voyage au Québec ? Hasard du calendrier ou ironie de l'histoire, je me rends à un colloque international sur les violences faites aux femmes, organisé tous les 2 ans par le CRI-VIFF, le Centre de recherche interdisciplinaire du Québec, sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, car il est des pays où il existe une volonté de savoir. Faisons d'abord un détour par la création du CRI-VIF et son fonctionnement. En 1989, un jeune homme de 25 ans tue volontairement 14 jeunes femmes étudiantes à l'école polytechnique de Montréal, avec une arme automatique, les accusant d'être des féministes et d'avoir ruiné sa vie. Après une forte mobilisation nationale, le mouvement féministe québécois obtient, entre autres avancées, la création en 1992 du CRI-VIF. Ce centre de recherche, qui existe donc depuis 20 ans, rassemble 49 chercheuses et chercheurs de toutes disciplines appartenant aux différentes universités québécoises. Il n'est ainsi pas d'université qui n'ait pas 4 ou 5 chercheurs-chercheuses travaillant sur ce thème. 8 autres centres équivalents au CRI-VIF sont répartis sur le reste du territoire. Le CRI-VIF a non seulement pour objectif de conduire des recherches sur les violences familiales et faites aux femmes, mais aussi d'étudier l'efficacité des réponses sociales qui y sont apportées et s'inscrit ainsi dans une perspective d'évaluation des politiques publiques et de proposition d'amélioration de celles-ci. La formation et le transfert des connaissances en direction des travailleurs sociaux, juristes, magistrats, policiers, enseignants, et l'ensemble de la population sont au cœur de sa mission. La production du savoir sur ces violences se fait en étroit partenariat avec les acteurs sociaux impliqués, notamment avec les associations luttant contre les violences faites aux femmes. En ce sens, le CRI-VIF est un exemple particulièrement efficace d'association du monde universitaire. Des institutions publiques impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes et des associations spécialisées dans ce domaine. Outre la recherche sur les victimes, femmes ou enfants, et sur les agresseurs, le centre a encore pour objectif de former la relève scientifique en violence familiale et en violence faite aux femmes, en accueillant des étudiantes, et d'assurer la diffusion, le transfert et l'appropriation des connaissances dans la communauté scientifique et dans les différents milieux de pratique concernés, tant sur le plan régional, national qu'international. Les partenaires fondateurs du centre comprennent les universités, mais aussi les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi regroupées dans une même structure. À Montréal, 500 femmes se réunissent pour étudier les violences. Que s'est-il passé dans ce colloque ? Pendant 4 jours, 500 femmes de 40 nationalités, enseignantes, chercheuses, praticiennes, travaillant à l'université pour des institutions publiques ou des associations, ont présenté leurs travaux. Difficile de résumer ces nombreux échanges,
J'essaierai plutôt de livrer des impressions que ce colloque m'a laissées. Ma première réaction a été de me dire que la France serait bien dans l'impossibilité d'organiser un tel colloque, car les moyens humains nécessaires à l'organisation d'un tel événement sont simplement trop faibles. Réunir les 13 personnes spécialistes des violences faites aux femmes afin de former un comité scientifique serait déjà un véritable exercice. Ensuite, au fur et à mesure de la lecture du long programme du colloque, je découvrais que d'autres Françaises que je connaissais étaient là, et que d'autres encore, dont j'ignorais littéralement l'existence, étaient aussi présentes. Ma deuxième réflexion fut de constater qu'il n'existe même pas de réseau de recherche sur les violences faites aux femmes, même pas un, qui permettrait à minima de nous identifier et de travailler ensemble. Je constatais encore qu'au moins la moitié des Françaises présentes appartenaient à des associations. Jamais je ne les croise dans les colloques, en France, car les colloques scientifiques français ne leur sont jamais ouverts. Or, il faut bien reconnaître que ce sont elles qui, en France comme ailleurs, ont été les premières à accumuler les connaissances sur les violences faites aux femmes. J'ai encore été frappée par le caractère pluridisciplinaire du colloque, chose tout à fait inexistante en France. Sociologues, statisticiennes, philosophes, juristes, économiques, psychologues, politiques, criminologues, travailleuses sociales, exerçant dans les associations d'accueil des victimes, d'accueil des hommes violents, dans les centres d'hébergement d'urgence, médecins, infirmières, etc. La diversité des disciplines mobilisées donne un aperçu de la diversité des questions qu'il est nécessaire d'étudier pour prévenir les violences faites aux femmes et un aperçu de la volonté politique qu'il faut pour réunir et impliquer tous les pans de la société. Continuant ma lecture du programme, je m'étonnais de l'absence du thème de la violence faite aux femmes au travail et en fis part à une collègue qui me répondit avec raison. Tu sais, ça fait 20 ans qu'on réfléchit à ce problème ici et des mesures ont été prises. Alors on est un peu passé à autre chose. Certes, la France, elle, n'a pas encore découvert le problème. Le délit de harcèlement sexuel existe en droit français que depuis 1992 et 20 ans après, en 2008, il y a eu que 78 cas de harcèlement sexuel ayant abouti à une condamnation d'après le ministère de la Justice. Alors qu'il y a 60 millions de personnes en France. Autant dire que si le harcèlement sexuel n'existait pas dans la loi, ce serait pareil. Que s'est-il dit pendant ces 4 jours ? Les savoirs accumulés ont déjà conduit à l'élaboration d'un corpus de connaissances très vaste et à une littérature abondante, largement méconnue en France. Un effort de conceptualisation de l'objet violence faite aux femmes se conjugue à l'élaboration de typologies des différentes formes de violence, ainsi qu'à une réflexion approfondie sur les méthodes de recherche. Ces violences sont abordées dans leur lien avec les inégalités entre femmes et hommes, et avec les autres formes d'inégalités sociales. Les situations particulières des femmes appartenant aux minorités migrantes, homosexuelles ou ayant un handicap sont explorées. Les réponses sociales et pénales sont étudiées dans l'objectif de comprendre les raisons pour lesquelles elles ne sont pas appliquées ou le sont insuffisamment. De nombreux outils de prévention élaborés par les associations à destination des enseignants, des policiers, des travailleurs sociaux, des femmes victimes, des hommes violents, des enfants, des jeunes en milieu scolaire ont été présentés. Vidéos, CD-ROM, affiches, sites internet d'information des victimes, ne laissant pas de traces sur les ordinateurs après consultation, jeux de rôle. La diversité et la qualité de ces outils m'ont impressionné. Avant de partir, je pensais déjà que la France était en retard. Au terme de ces 4 jours, je ne peux que dire que la France est affreusement en retard. Tandis qu'en France, la recherche n'en est qu'à ses débuts. Le Québec compte à peine 8 millions de personnes, et ce sont donc plus de 49 enseignantes, enseignants, chercheurs, chercheuses, qui étudient à plein temps le phénomène des violences faites aux femmes, ainsi que 36 étudiantes et étudiants en doctorat et 2 post-doctorants-doctorantes financés. En France, où l'on compte près de 64 millions d'habitants, soit 8 fois plus qu'au Québec, il n'existe aucun centre de recherche sur les violences faites aux femmes, et les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur ce sujet se comptent sur les doigts de la main. Non seulement ces personnes sont peu nombreuses, mais elles n'ont en outre pas été recrutées pour travailler spécifiquement sur ces questions,
et sont tout à fait dispersés et isolés dans leur laboratoire. Qu'en est-il de la recherche sur les violences faites aux femmes en France ? Cette recherche est très récente et manque terriblement de coordination avec les institutions et les associations. Il faut dire que tenter de travailler avec des associations en tant que chercheuse revient à s'exposer à une critique déjà présente quand on s'intéresse aux inégalités entre femmes et hommes. C'est s'exposer à l'accusation de militantisme, utilisée pour discréditer les recherches féministes ou sur le genre, en les excluant du domaine de la scientificité. Il faut croire que l'aveuglement des chercheurs masculins à ces questions est objectif, lui. En ce domaine, j'ai pu constater qu'au Québec comme en France, la quasi-totalité des personnes s'intéressant aux inégalités entre femmes et hommes sont des femmes. Les 500 participants au colloque étaient bien des participantes. L'étude des violences faites aux femmes a vraiment pris naissance dans la recherche avec la réalisation en 2000 de l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes, l'ENVEFF, pilotée par Maryse Jaspard, militante féministe et enseignante-chercheuse à l'Institut de démographie de l'Université Paris 1. Cette enquête n'a vu le jour que parce qu'à la Conférence mondiale sur les femmes, organisée sous l'égide de l'ONU à Pékin en 1995, le constat fut fait de l'existence de données statistiques permettant de mesurer l'ampleur de ce phénomène en France, à la différence des autres pays industrialisés. De l'inexistence de données statistiques permettant de mesurer l'ampleur de ce phénomène en France. Ok. De même, ce n'est que depuis 2005, sous l'impulsion de l'Europe, que le Service pour les droits des femmes et pour l'égalité établit tous les 3 ans un plan global de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce n'est que depuis 2006, à l'initiative d'une femme, la capitaine Chapelain, qu'on découvre actuellement le nombre de meurtres conjugaux. Et c'est seulement depuis 2007 que les enquêtes de victimisation réalisées par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, avec la collaboration de l'INSEE, pour estimer l'ampleur des crimes et délits commis en France, comportent des éléments permettant de mesurer les violences intrafamiliales et les violences sexuelles. Notons qu'on mesurait depuis fort longtemps le nombre de cambriolages. Certes, ce sont là des avancées. Certes, une mission spéciale d'étude des violences faites aux femmes vient d'être attribuée à l'Office national de la délinquance et des réponses pénales, et c'est un pas en avant vers une structure statistique régulière. Mais on ne peut se féliciter de ces maigres progrès, tant le travail à accomplir est immense. Qui va former les magistrats, les avocats, les policiers, les travailleurs sociaux, les journalistes, les médecins, les enseignants, le grand public sur les violences faites aux femmes ? Il faut des enseignants dans les formations de tous les acteurs sociaux, capables de délivrer des connaissances nécessaires à un véritable changement. Il faut, auprès de toutes et tous, déconstruire les stéréotypes sur les agresseurs et les victimes, informer sur les réactions adoptées en cas de violence. Que l'on soit victime ou témoin de violence. Notre dispositif juridique et le fonctionnement des systèmes médicaux, policiers, judiciaires doivent encore évoluer et nous avons besoin pour cela de juristes et de politistes capables de procéder à leur examen et à la comparaison internationale. Nous avons besoin de psychologues, de juristes, de criminologues, de psychologues, de médecins étudiants pourquoi les victimes des violences ne déposent pas plainte et capables de proposer des transformations permettant d'augmenter les dépôts de plaintes et les condamnations. Nous avons besoin de spécialistes de l'information et de la communication, étudiant les représentations des violences faites aux femmes dans les médias, s'attachant à élaborer les outils de sensibilisation et capables de travailler pour cela avec les associations. Nous avons besoin de démographes, de statisticiennes, dans la statistique publique et dans la recherche, capables d'étudier à l'échelle nationale non seulement l'ampleur des violences, mais aussi leur effet sur les parcours de vie des femmes, ce que les enquêtes actuelles ne permettent pas. La liste des besoins est considérable. Le 3e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2013, élaboré sous l'égide de la ministre Rochelyn Bachelot-Narquin, énumère un nombre déjà considérable de projets de recherche à mener, ce qui constitue un pas de plus. Mais les budgets associés paraissent tout à fait insuffisants et les forces humaines pouvant répondre à l'ensemble de ces besoins de connaissances ne sont à l'heure actuelle pas présentes. Il faut dire que l'étude des violences faites aux femmes
n'a jamais été définie jusqu'alors comme une priorité, ni même un sujet dans les orientations stratégiques de la recherche par le ministère de l'Enseignement supérieur. Or, il ne pourra être répondu à cette immense liste des besoins de connaissances et de formation que par la planification, sur plusieurs années, de recrutement de chercheuses et d'enseignantes chercheuses en droit, en sciences politiques, en sociologie, en psychologie, en sciences des médias et de la communication, sur des postes spécialement dédiés à l'étude des violences faites aux femmes. En France, environ 180 femmes meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints. Des coups de leurs conjoints. On estime à 208 000 le nombre de femmes, parmi les 18-75 ans, ayant été victimes de violences conjugales en 2009. Environ 75 000 viols sont commis annuellement, à peine 1000 dépôts de plainte sont enregistrés et moins de 2000 condamnations prononcées. Constat déjà établi lors de la réalisation de la première enquête nationale sur les violences faites aux femmes, ENV-EFF, en 2000. Ça fait quand même 73 000 viols impunis par an, et on ne perçoit pas d'évolution depuis lors. Plus exactement, il y a bien eu évolution. Le nombre de condamnations est en baisse depuis 2006, 1392 en 2009. Combien faudrait-il encore de mortes et de viols impunis? Combien faudra-t-il encore de mortes et de viols impunis pour que la violence faite aux femmes, et plus largement pour que les inégalités entre les femmes et les hommes, deviennent, au même titre que la santé ou le vieillissement, des questions explicitement déclarées comme prioritaires dans les orientations stratégiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche? Combien faudrait-il encore de crimes envers les femmes pour que l'État consacre des budgets conséquents à la lutte contre ces violences et leur prévention?